Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode où on analyse vos actions. Et aujourd'hui, on a du lourd, on a des actions qui sont sur ma watchlist et ça, je vous en parle à la fin de la vidéo. Pour rappel, je suis pas conseiller en investissement, ce que je vous montre c'est ma façon d'investir et mon parcours d'investisseur particulier. Et on commence avec Gecina, une action française donc disponible sur PEA et qui, comme vous le voyez, se fait quand même bien malmener en bourse. On est passé de 181 € au top à 86,7 à l'heure actuelle. On va essayer de voir un petit peu ce que la société propose. Alors, Gecina figure parmi les premières sociétés foncières françaises. Ok, donc on est sur du foncier, on va être lié à l'immobilier, et donc c'est vrai qu'en ce moment on est en train de vivre en France une crise de l'immobilier assez importante. Vous l'avez sûrement vu, mais par exemple Nexity est en train de se faire, pour pas être vulgaire, démonter en bourse. On a des revenus locatifs, on a notamment 82% de bureaux et de locaux commerciaux, 15,7% de logements et ensuite 2,3% de résidences étudiantes. Donc on est vraiment sur du foncier pur. On va aller voir ce qui se passe un petit peu sur GuruFocus. Alors, Gecina, qu'est-ce qu'on a? Hop, XPAR, GFC. Est-ce que c'était bien GFC? Ouais, c'est ça. Ok. Sur GuruFocus, vous voyez qu'on a un petit peu de retard. On est resté sur le 1er mars pour l'instant sur GuruFocus, donc on est encore à un prix de 90 €, mais bon, c'est pas grave. Globalement, pour Gecina, on a une profitabilité qui est moyenne, avec un ROCE qui est négatif, un Return on Equity aussi, donc déjà, on n'est pas rentable. On va aller voir ça plus précisément sur les revenus, et comme vous le voyez, on a un net income qui est négatif et qui est quand même fortement négatif, donc c'est pas du tout bon signe pour la société. On a une dette qui est colossale avec très peu de cash. On a un score d'Altman qui est dans la totale distress, donc on est vraiment sur une entreprise qui a quand même beaucoup de probabilités, des fortes probabilités de faire faillite. Donc c'est vraiment très moyen. Vous voyez qu'on a notamment une courbe de l'AGF Value juste ici qui est sur une pente descendante, et ça c'est pas bon signe non plus. Donc globalement, pour moi, Gecina, c'est pas une action qui répond à mes critères d'investissement. Au contraire, c'est plutôt un dossier sur lequel je vais mettre un carton rouge, et c'est le genre de dossier sur lequel je ne vais pas aller. Alors évidemment, je vous dis ça en faisant uniquement l'analyse finalement un petit peu financière de l'entreprise. Il faudrait regarder ce qui se passe en termes de news flow pour essayer de comprendre s'il y a des possibilités de reprise, etc., etc. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, ceux qui voudraient utiliser GuruFocus, c'est l'outil que vous avez à l'écran, et sachez que vous avez un lien d'affiliation en description. Donc n'hésitez pas à utiliser ce lien, ne serait-ce que pour vous inscrire, ça permet de soutenir la chaîne. Vous trouverez aussi mes liens d'affiliation pour DEGIRO, le broker que j'utilise pour mon compte titre, et aussi Bourse Direct, celui que j'utilise pour mon PEA. Ensuite, on a Thermador qui est en train de range en ce moment, mais qui globalement a quand même une belle croissance du cours de son action. Je connais pas bien l'entreprise, donc on va aller voir ça dans Société. Donc Thermador, c'est un groupe qui est spécialisé dans la distribution de matériel pour la circulation des fluides. Donc ça peut être intéressant, notamment dans le bâtiment et l'industrie. Donc c'est quand même une niche. Le CA, il est réparti entre les circuits de fluides dans le bâtiment pour 50%, avec notamment le chauffage, l'eau chaude, les sanitaires et la ventilation. On a ensuite la même chose mais pour l'industrie à hauteur de 23%. Et dans une moindre mesure, les pompes domestiques à hauteur de 17% pour l'arrosage, les piscines, etc. Et enfin, le gros outillage pour les particuliers, les professionnels ou encore l'industrie. On a aussi des canalisations plastiques pour les travaux publics, mais c'est beaucoup moins important. Donc, on a quand même un chiffre d'affaires qui est diversifié dans plusieurs business, même si on reste quand même sur une niche. En termes de répartition géographique, on est quand même
très centré sur la France à hauteur de 84%. Donc on est sur une société quand même qui est bien française. En termes de diversification géographique, on pourrait faire mieux. On est sur un marché qui est quand même assez limité. Mais pourquoi pas, après tout. En termes d'actionnariat, rien de particulier. On a du Crédit Mutuel, on a du Amundi. Euh, rien de particulier de mon point de vue. Peut-être que dans les commentaires, dites-moi si c'est quelque chose qui vous choque du point de vue actionnariat, mais personnellement, il n'y a pas grand-chose qui me choque. On va aller voir ça sur GuruFocus, THEP. Donc c'est une action qui est cotée sur Euronext Paris. Hop. Et voilà. Bon, bah ça a l'air pas trop mal, hein. On a une profitabilité de 9 sur 10 avec un ROCE qui est au-dessus de 20%, qui est à 24%. Pour moi, c'est une très bonne chose, qui est supérieure à ce qui se fait dans le secteur d'activité. Des marges qui ne sont pas forcément très élevées, mais qui sont supérieures au secteur d'activité, ce qui est une très bonne chose. On a une santé financière de 9 sur 10 avec un score d'Altman qui nous dit qu'on a peu de chances de faire faillite. On va aller regarder le cash to debt, comme d'habitude. Alors, on voit quand même, et c'est un point d'attention pour moi, qu'on a quand même un cash to dette qui s'est dégradé. Avant, on n'avait que du cash, et là, on a une dette qui a beaucoup augmenté et un cash qui a diminué. Dans ce cas, ce qu'il faudrait faire, c'est aller se renseigner sur le pourquoi du comment Thermador a une dette qui a évolué comme ça. Globalement, on a un revenu qui est en croissance, qui est même en forte croissance, donc ça c'est très positif. Pour l'instant je trouve quand même qu'on a pas mal de positifs pour Thermador, hein. On a un gross rank de 7 sur 10, dans ce secteur d'activité ça me paraît quand même très correct. On a un severe warning qu'on va aller voir tout de suite, et possible manipulation de marché, j'en tiendrai pas forcément trop compte. Vous voyez qu'en termes de GF value, bon, déjà, on a un PI ratio de 12,5, c'est tout à fait correct. Donc, par rapport à l'historique de l'entreprise, vous voyez qu'on est sur un PI ratio qui est bas. Donc ça, c'est intéressant. Et si on regarde un petit peu en termes de GF value, vous voyez qu'on est quand même bien sous-évalué. On a eu des points d'entrée qui devaient être très intéressants sur ces zones-là. Et actuellement, on est quand même sur des zones de sous-évaluation qui sont assez intéressantes, surtout qu'on a une belle croissance de la GF value qui est anticipée. Globalement, en termes d'analyse technique, on est dans un range. Bon, effectivement, on a des points hauts de plus en plus bas, mais on a aussi des points bas légèrement, comme vous pouvez le voir, hein, de plus en plus haut. Donc pour moi, on est plus sur une situation de range. Actuellement, on est plutôt en situation de mid-range. On est dans un milieu de range. Mais c'est vrai que des zones un peu plus basses me paraissent quand même assez intéressantes, peut-être à long terme. Il faudrait quand même aller voir le news flow, ce qui se passe pour l'entreprise en termes de commandes, en termes de visibilité, etc. Mais en termes de fondamentaux, c'est une entreprise qui me plaît. S'il y en a qui veulent compléter pour Thermador et qui ont des infos, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Ensuite, on a Saint-Gobain. Saint-Gobain qui figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de matériaux de construction. Donc on est notamment dans le bâtiment. On a un chiffre d'affaires qui se répartit entre la fabrication de solutions de haute performance avec des produits céramiques, des produits abrasifs, des matériaux de renforcement, etc., etc. C'est un peu pointu, c'est quand même un métier qui est très très lié à la construction. On a ensuite la distribution de matériaux, donc ça c'est assez classique. La fabrication de produits de construction, donc c'est pareil, c'est très varié. Et la fabrication de vitrages, globalement, c'est de la construction. Voilà, je ne vais pas aller chercher beaucoup plus loin. En termes de répartition géographique, on est quand même très globalement centré sur l'Europe, avec beaucoup de France aussi, hein, 23,5% de France, 15,5% d'États-Unis, un tout petit peu d'Afrique. Donc voilà, globalement, on est quand même un petit peu diversifié, même si on est très centré sur l'Europe. Un point assez marrant, entre guillemets, c'est que vous voyez en termes de valorisation pour zone bourse, on est sur une valorisation qui paraît intéressante, alors que si on regarde sur GuruFocus, on serait potentiellement
surévalué. On va essayer d'expliquer ça. En termes de profitabilité, on est sur une bonne profitabilité, un ROCE de 12,3 qui est quand même supérieur au secteur d'activité, pas non plus très supérieur mais légèrement supérieur, et aussi par contre très supérieur par rapport à l'historique, donc ça c'est une bonne chose, et c'est un petit peu la même configuration pour les marges et le return on equity. On va aller quand même voir ce qui se passe un petit peu en termes de revenus. On a eu une baisse en 2020, mais bon, avec le Covid, c'est assez logique, mais on a un revenu qui globalement stagne un petit peu, sauf sur le dernier exercice. Pour le cash to debt, c'est pareil. On reste assez constant, même si on a un cash et une dette qui ont eu tendance à augmenter et qui sont en train de se réduire sur les 2-3 derniers exercices. Pour moi, ça relève quand même d'une bonne gestion si on arrive à conserver un ratio cash to debt assez stable finalement. Donc c'est plutôt une bonne chose, je pense, en termes de gestion de l'entreprise. Globalement, en termes de santé financière, c'est correct. On a un score d'Altman qui est correct. Il est dans le jaune. Je me fais pas trop de soucis. Alors, la question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'en termes de GF Value, on semble surévalué. Il faut prendre en compte plusieurs choses. Sur Zone Bourse, on prend en compte beaucoup le PI ratio qui, effectivement, n'est pas très élevé, il est de 12. En revanche, sur Guru Focus, la GF Value, elle prend un ensemble de données. Elle prend l'historique des multiples, donc notamment le PI ratio, mais aussi, par exemple, le price to free cash flow. Donc, c'est globalement le prix de l'action par rapport à sa capacité à faire du cash. Guru Focus va aussi prendre en compte l'historique de tout ce qui va être les returns, donc notamment return to equity, et aussi la croissance, donc la capacité de croissance de l'entreprise, et les estimations futures de performance pour le business. Globalement, les returns, c'est la rentabilité. On a aussi d'autres éléments qui nous font dire que cette action pourrait être surévaluée, et notamment le earnings power value, la capacité de rentabilité, qui va aussi nous permettre de définir si, par rapport au prix de l'action, on n'est pas un petit peu surévalué ou sous-évalué par rapport à sa capacité de rentabilité. Donc comme vous le voyez, on a quand même plusieurs éléments qui peuvent nous faire dire qu'on est surévalué, en plus du PI ratio qui effectivement à l'heure actuelle est pas très élevé. Un PI ratio de 13, c'est tout à fait correct, surtout que par rapport à l'historique, on est quand même sur un PI ratio qui est plutôt bas globalement. On n'a pas de sévère warning, donc on est quand même sur une action qui a des bons fondamentaux. On va aller voir en termes de dividendes. Bon, c'est un dividende annuel. Globalement, on a un dividende qui est versé quasi sans interruption. On a eu une interruption en 2020 qui est un peu en dents de scie. On a quand même connu quelques baisses et qui a une belle augmentation sur les 3 derniers exercices, avec un payout qui est tout à fait correct de 40%, ce qui me choque pas du tout. Bon, rapidement, parce qu'on m'en a quand même pas mal parlé, je vais vous parler de Zamzee, qui est aussi notamment un distributeur de matériaux de construction. Je vous en parle rapidement parce que, par exemple, là on vient de parler du payout pour Saint-Gobain. Je vais aussi vous en parler pour Zamzee, parce que ça me paraît quand même une situation un petit peu plus délicate que pour Saint-Gobain, même si à l'heure actuelle on paraît quand même bien sous-évalué. Contrairement à ce qu'on a vu avec Saint-Gobain, bon, c'est une entreprise qui a des bons fondamentaux, globalement, même si on est sur des valeurs en termes de profitabilité qui ne sont pas forcément supérieures au secteur d'activité. Donc on a une bonne profitabilité mais qui n'est pas supérieure aux concurrents. On a une santé financière qui est aussi tout à fait correcte, on va passer assez rapidement. Un revenu qui est en croissance, un cash to debt qui a tendance globalement là sur les 4 derniers exercices à se réduire, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais ce que je veux surtout vous montrer, c'est que Zamzee, on est sur une entreprise avec un gros rendement. Si je vous dis pas de bêtises, la société distribue un dividende de 16 € pour un rendement annualisé de 8,27%, ce qui est assez énorme, et ça se ressent du point de vue du payout
ratio, vous voyez qu'on est sur du 67%. Et si on regarde un petit peu dans le détail, on voit que le ratio de distribution, il correspond à la part des bénéfices qui est reversée aux actionnaires. Donc là, on est sur du 66,5%. Et au-dessus de 100%, l'entreprise, elle pioche soit dans sa trésorerie, soit elle emprunte pour payer son dividende. Pour moi, 66,5%, c'est assez élevé. Donc soit on a une belle augmentation plus importante que l'augmentation du dividende du bénéfice, soit on va commencer à avoir un payout qui peut être difficile à tenir. Voilà, c'était juste un petit point rapide sur Samsey. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'est ça qui fait fonctionner la chaîne.